3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thierry Leclerc de nous accompagner également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investors et Pierre-Olivier Béfi est avec nous également en plateau. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Le grand désordre monétaire qui est déjà spectaculaire à l'aube de ce quatrième trimestre 2022. On a déjà des mouvements historiques sur certaines grandes devises majeures, des devises de référence comme le sterling par exemple, qui est le dernier exemple spectaculaire en date. Le grand désordre monétaire va continuer. Pourquoi est-ce que vous êtes convaincu de cette idée, Pierre-Olivier? Où est-ce que ça nous emmène? Quels sont les risques de marché associés pour les investisseurs globaux? Et qu'attendre de la réaction des banques centrales face à ce phénomène spécifique sur les devises? Est-ce que la solution est de continuer à monter les taux comme s'il n'y avait pas de futur, ou est-ce qu'il y a d'autres options possibles pour essayer de remettre un peu d'ordre dans cette grande pagaille monétaire? Ça fait beaucoup de questions. Oui, on prend un peu de temps. Je vous laisse couvrir le sujet en 5 minutes, Pierre-Olivier. Non, mais je dirais qu'il y a deux points. Le premier, c'est qu'on est en effet, à mon avis, qu'au début d'une grande phase de volatilité d'échange, qui est, là, on est en train d'expérimenter, entre guillemets, la sortie des taux zéro, voilà, avec des pays dont les termes de l'échange se sont beaucoup améliorés ou dont l'économie domestique est très forte, comme les États-Unis, qui peuvent se permettre de monter les taux de manière très agressive et qui ont vraiment un problème en termes de dynamique salariale, donc ils ont besoin de monter les taux. Et puis d'autres pays, alors ça a commencé plutôt avec le Japon, mais l'Europe est aussi un peu dans la même situation, même si c'est un peu moins le cas, mais avec une banque centrale japonaise par exemple qui a décidé de garder ses taux à zéro, évidemment ça crée une différence de taux qui ne permet pas d'aller acheter du yen. Voilà. Donc on a des mouvements comme ça qui sont du coup des grosses tendances qui sont importantes. Parfois on a aussi des rappels à l'ordre. Alors c'est un peu à mon avis ce qui s'est passé pour le marché hier au Royaume-Uni. Le gouvernement a encore le temps d'ici, ils vont faire une revue budgétaire en novembre. La Banque centrale a indiqué qu'elle allait monter les taux si... Il y a une séquence, 3 novembre, prochaine réunion de la Banque d'Angleterre, et 23 novembre, je crois, effectivement, le budget global qui doit être précisé. Voilà, donc je pense que... Mais enfin, en tout cas, le message du marché, c'est de dire aujourd'hui, l'argent n'est plus gratuit et on ne peut plus dépenser sans compter. Alors, on peut faire des plans pour aider les ménages, par exemple, les moins aisés à subir le choc d'inflation, mais il faut faire ça dans un cadre budgétaire qui ne soit pas trop délirant à long terme. Voilà. Et c'est ce qu'attend le marché aujourd'hui. Donc ça, c'est la première phase. Après, il y aura aussi d'autres phases. Ça sera plutôt pour l'année prochaine. Mais par exemple, si on se souvient un peu de ce qui s'est passé en 98, qui a quand même conduit à une crise de change majeure dans les pays d'Asie du Sud-Est, à la suite de LTCM, à la première baisse des taux de la Fed, le yen, en 3 jours, s'est apprécié de 33%. Donc il faut bien imaginer que 5%, c'est pas grand-chose finalement. On regarde ce qu'on vit depuis quelques années où toutes les banques centrales mettaient du quantitative easing, déversaient la liquidité de partout de manière synchrone. Bon, l'échange s'équilibrait plus ou moins. Là, on est arrivé dans un monde où il y a des grosses divergences de politique monétaire, il y a des grosses divergences de fondamentaux économiques, entre par exemple une zone euro très dépendante des prix des matières premières et donc avec une dégradation finalement de la richesse en Europe relative, quoi. Quelque part, c'est un appauvrissement de payer son pétrole plus cher. On ne le produit pas chez nous. Alors que les Américains... Le prix de l'iPhone en euros sera plus cher, effectivement, aujourd'hui. Donc les marchés ont commencé à prendre cette dynamique en compte, mais il y aura aussi des contre-dynamiques qui vont se marquer dans les années qui viennent et qui vont être très très brutales. Et vous citez 98, alors comment on peut remettre un peu d'ordre là-dedans? L'intervention de la Banque du Japon la semaine dernière, je crois, est-ce que c'est déjà un premier signal? Est-ce qu'il y a une possible coordination à attendre de la part des banques centrales pour traiter la question du change, spécifiquement face à la force du dollar qui écrase tout? Ou est-ce que la solution, c'est de suivre le rythme de la Fed tant que faire se peut, jusqu'à ce que quelque chose craque? Malheureusement, quand on parle d'intervention sur l'échange, déjà si on essaye de faire apprécier sa devise, ça ne marche jamais. Parce qu'évidemment, on a des réserves limitées, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est monter les taux très fortement, mais il y a un coût économique très fort à cela aussi. Ouais. Donc du coup, on se retrouve un peu dans une difficulté à être crédible devant le marché. Quand vous avez des vraies coordinations monétaires sur l'échange qui marchent dans la Banque centrale, c'est quand la Banque centrale, dont la monnaie s'apprécie, décide
qu'on arrête, que ça va un peu trop loin. Mais pour l'instant, la Fed n'est pas dans une situation où elle a besoin que ça s'arrête. Paradoxalement, plus le dollar s'apprécie, plus l'inflation importée baisse et plus elle va résoudre son problème d'inflation plus rapidement. Donc pour elle, c'est plutôt bien en ce moment ce qui se passe. Donc c'est un problème. C'est un peu, si vous voulez, c'est très non coopératif. Exactement. Ouais, c'est comme les Allemands, la Bundesbank aurait pu aider la France en 92, ils ne l'ont pas fait, c'était fini, il n'y a pas moyen. Donc malheureusement, pour toutes les devises qui dévissent, c'est compliqué d'aller dans l'autre sens. On le voit aussi avec un autre pays qui, à mon avis, risque de subir aussi des mouvements monétaires très importants. Pourtant, ils ont beaucoup de contrôle de capitaux, c'est la Chine. Voilà. Le renminbi aujourd'hui... On est à plus de 7, hein. Oui, mais dans un pays où il y a une crise immobilière, où il y a une incapacité de monter les taux aujourd'hui, ils ne peuvent pas resserrer, le taux de change est anormalement élevé. Oui. Surtout que tous les compétiteurs ont déprécié de 25 à 30%. Là, le yuan est déjà au plus bas depuis 2008. Contre le dollar. À plus de 7 yuan contre le dollar, il a perdu déjà 4-5% depuis le début du mois, en 3 semaines. Mais contre le yen, contre le won coréen, contre tous les compétiteurs chinois, il n'est pas compétitif. Il est beaucoup trop cher. Ouais. Donc c'est un pays qui est en train d'avoir un resserrement des conditions financières terribles à cause de la crise de crédit domestique, un resserrement des conditions de financement parce que les autorités locales, 80% de leur budget, c'est des ventes de terrain, elles ne peuvent plus en vendre, donc elles n'ont plus de budget. Et en plus, vous avez un taux de change qui est surévalué. Et donc la Chine va lâcher sur l'yuan. C'est évident. C'est évident, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, on voit que leur dépréciation se fait graduellement pour pas créer la panique en quelque sorte. Et puis ils mettent beaucoup de contrôle des capitaux. On trouve par exemple des choses un peu bizarres en ce moment où les banques chinoises se mettent à vendre de l'or parce qu'elles peuvent pas se mettre long dollar. Donc c'est une manière de mettre long dollar. Donc on voit qu'il y a des tentatives un peu de contourner ces contrôles de capitaux. Mais dans le temps, ça peut être s'ils continuent à trop retenir la monnaie, ça peut être compliqué pour eux l'année prochaine. Bon, Jean-François, grand désordre monétaire. Je comprends que sans pivot de la Fed, il n'y a pas de salut. Oui, voilà. Non, mais on en revient toujours au pivot. C'est le faiseur de roi. En ce moment, effectivement, la Fed, comme ce qui vient d'être dit, c'est qu'on est obligé un peu de suivre la Fed dans ce mouvement de resserrement. Après, il y a quand même des effets de second tour, de dérivés secondes pour faire le malin. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer avec des taux US à 4%, des taux immobiliers hypothécaires américains qui dépassent les 6%, il y a quand même des effets très forts sur le ralentissement. Donc peut-être que la Fed, finalement, il y a un peu un côté autoréalisateur qui est que le marché est en train de resserrer les conditions financières sans que la Fed ait forcément besoin de faire tout ça. Moi, je me demande à quel point ce qui est intégré dans les marchés pour ça, est-ce que ça va durer de façon très, très durable, cette histoire de crise. Je ne sais pas si on ne va pas rapidement voir, de l'inflation rebaisser typiquement aux États-Unis. Et à ce moment-là, les anticipations comme quoi la Fed doit monter à 4,75 ou à 5%, on va peut-être revenir à un truc à 4. Et 4, c'est plus que 100 points de base, même pas. Donc ça peut venir assez vite. Pourquoi il y a des effets de second tour? Regardez typiquement donc, le taux obligataire américain, le 30 ans, quand il est passé à 6%, les demandes de prêts immobiliers aux États-Unis, c'est moins 63%. Donc le marché immobilier américain, il va s'écrouler. Il y a des stocks qui sont en train de monter. Il y a énormément de construction de mise en chantier qui arrivent juste sur le marché au moment où il n'y a pas un ménage américain qui peut s'endetter et ou se permettre de les acheter. Donc il y a un effet ciseau dramatique sur le marché immobilier américain. Ça a aussi un resserrement des conditions financières. Donc il y a pas mal d'indicateurs. Nous, on est assez négatifs sur les États-Unis. Encore une fois, on a beau dire que les États-Unis, c'est la seule place où il faut être en termes d'actifs, de machin. Nous, cette année, on pense que l'économie américaine fera beaucoup moins de croissance que la zone euro. Et l'année prochaine aussi. Ce sera à peu près pareil. Dans ces mêmes zones, on sera proche de zéro. Mais on ne sera pas beaucoup mieux aux États-Unis que cette année, que l'année prochaine, que la zone euro. Donc tout ça pour dire que l'idée que l'inflation va continuer à monter très fortement, vous allez en parler tout à l'heure avec les prix de l'énergie, mais il n'y a quasiment rien qui n'est pas en baisse de 40%. Les prix du blé, 40%, les prix du cuivre, moins 40%, les prix du pétrole, moins 30%. Il y a les prix des semi-conducteurs qui s'écroulent, les prix des containers, ça s'écroule. Il y a tout ce qui avait fait la hausse des prix, les prix des voitures d'occasion aux États-Unis, ça s'écroule. Tout ce qu'a fait l'inflation, beaucoup de ce qu'a fait l'inflation aux États-Unis est en train de baisser. En Europe, c'est un peu particulier. À chaque fois que les prix du gaz commencent à rebaisser raisonnablement, il y a un tuyau de gaz qui pète comme par hasard. Bon, je ne veux pas faire mon complotisme, mais à qui profite le crime? Là, effectivement, il y a une weaponisation des prix du gaz. Donc en Europe, c'est un petit peu particulier parce qu'on est assez stupide pour toujours lier notre prix de l'électricité à notre prix du gaz, mais on a quand même pas mal d'éléments qui font penser que ça peut l'inflation américaine. Est-ce que ce que vous décrivez, c'est suffisant pour ramener un peu de confort à la réserve fédérale américaine? À partir de quel niveau d'inflation elle commence à être un peu plus confortable avec l'idée que oui, ça peut revenir à 2%? Parce que dans le discours aujourd'hui, j'essaye d'écouter précisément ce qu'ils disent. Déjà,
on est backward-looking, on veut voir les yeux dans les yeux, dans des rapports d'inflation, une inflation revenue à 2%. Je ne dis pas qu'il faut prendre ce discours pour la réalité demain, mais c'est quand même le discours aujourd'hui. Typiquement, nous, on voit de l'inflation américaine de la CPI, donc total, fin d'année prochaine, on le voit à 2,5. Donc, encore une fois, on vient de 9, puis là, on est à 8. On le voit à 2,5 en fin d'année. Alors, il y a des trucs qui continuent de remonter, etc. Il y a de la transmission au prix des services, etc. Mais quand vous avez la situation que je décrivais sur l'immobilier, quand vous avez les ventes au détail aujourd'hui qui baissent, quand vous avez sans doute le taux de chômage américain qui va remonter vers 5, 5,5, je vois pas comment la Fed, voilà, ça va pas être 4, ça va plutôt être 5, 5,5. Vous avez une consommation américaine, soit c'est 70% du PIB, consommation américaine qui va forcément baisser. Donc, une économie américaine qui baisse, les salaires, ils vont pas rester à 7%, l'inflation va pas rester à 9, elle est déjà en train de baisser. Donc, tout ça fait qu'à mon avis, il y a des effets auto-entretenus comme ça. Moi, je pense vraiment qu'on n'est pas loin du pic d'inflation aux États-Unis. J'attends avec gourmandise le rapport sur l'inflation de vendredi, mais ça fait quand même 3 mois que ça baisse, l'inflation headline. Le corps est là pour plein de raisons, mais... oui, mais bon, je sais que Jean-Paul nous a mis les yeux sur le headline CPI au mois de juin, mais c'est quand même le corps qui pose problème. C'est l'inflation endogène et sous-jacente. Oui, tout à fait. Là, il y a un sujet, on n'y est pas encore probablement, mais moi, je suis assez confiant qu'on est vraiment pas loin du pic sur l'inflation aux États-Unis, compte tenu des indicateurs qu'on a sur l'économie américaine, qui se tient bien, qui résiste bien, tout ce que vous voulez. Mais il faut juste se dire les choses. Les États-Unis sont ceux qui resserrent le plus leur politique monétaire des grands pays. C'est d'ailleurs pour ça que leur devise s'apprécie. 300 points de base en 6 mois. Voilà, leur différentiel de taux, justement, joue contre l'euro. Donc, en plus de ça, donc, leur dollar s'apprécie 20% contre le sterling, 25% contre le sterling, 20% contre l'euro, 15% contre l'yen. Bon, tout ça, c'est quand même ces ralentissements économiques. Et de l'autre côté, vous avez la politique budgétaire américaine qui n'a jamais été aussi restrictive depuis 1946. 8 points de PIB. Donc, en fait, on a les deux pieds sur le frein. Je peux vous dire que l'économie américaine va ralentir. Et donc, le narratif higher for longer, on va mener les taux en territoire restrictif au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui et les maintenir, je crois que dans les dernières projections, c'est peut-être pendant 2 ans, 2023 et 2024, à un niveau de restriction au-delà de 4%, en tout cas pour le taux directeur américain. Ça vous dit, c'est peut-être une histoire qui sera révisée. Peut-être, mais en tout cas, oui, alors, ça peut être révisé, mais en tout cas, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que le gros des hausses des taux américains, il est avant la fin de l'année. Quasiment tout sera fait, si ce n'est tout. On sera 4 ou 4,5 d'ici la fin de l'année, mais ce sera quasiment fini pour nous. On est confiant sur ce taux terminal cette fois, parce qu'il n'a cessé d'être réévalué à la hausse en permanence. Et maintenant, c'est peut-être 5-6 chez certains. Imaginons ce que la Fed a dit, moi, si je monte les taux, c'est pas pour les baisser demain, donc je vais vous laisser 6 mois. Nous, on a regardé historiquement, en fait, les taux, ils rebaissent en moyenne 11 mois après avoir commencé, etc. Donc on peut dire qu'au mois de juin, ils pourraient baisser. Mais imaginons qu'ils ne baissent pas de l'année. Ça veut dire qu'on a des conditions financières encore plus restrictives aux États-Unis. C'est encore un argument pour dire que l'économie américaine, elle va faire 0,5 de croissance l'année prochaine. Moi, je pense qu'elle est en récession, en vraie récession, avant la fin de l'année, et qu'elle va avoir du mal à rebondir s'il n'y a ni politique monétaire, ni politique budgétaire, et qu'on a des taux, en fait, nominaux et réels qui sont maintenant assez... Les taux réels, ça y est, on va avoir des trucs qui sont quand même assez restrictifs, finalement. Enfin, relativement. Ouais. Donc je pense que ça, les pieds, les deux pieds sont sur le frein quand même aux États-Unis. Nous, le problème, le désordre monétaire, ma lecture du désordre monétaire, si je puis me permettre 2 secondes, c'est qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quelque part, vous avez une banque centrale qui lutte contre l'inflation et des politiques budgétaires qui mettent de l'eau, du bois dans le feu. Donc il y a un moment, something has to give. Donc aujourd'hui, on dépense plein d'argent alors que les taux montent. Donc voilà, il y a un truc qui ne va pas. Donc il y a un désordre monétaire aussi. De ce point de vue-là, il y a une espèce de cohérence dans le policy mix britannique ou européen aujourd'hui. On questionne le policy mix pour moi. Ouais. C'est pour ça qu'on a un sujet. Mais encore une fois, effet de second tour. Si on a raison et qu'on est obligé de faire une récession, on ne va pas rester très longtemps à ces niveaux-là, quoi. C'est la question. Est-ce que c'est sticky au point qu'une récession ne serait pas suffisante pour ramener les choses dans le tube de dentifrice, quoi? Non, mais il faut voir. Il faut effectivement voir. C'est comme toute l'histoire, c'est les salaires. On va voir, est-ce que les salaires vont continuer à monter? On a 7% aux États-Unis. Si le chômage monte à 5,5%, est-ce que ça va monter? Est-ce qu'en Allemagne, où on a du chômage partiel qui commence à être annoncé partout, une boîte sur 5 en Allemagne nous dit qu'elle va peut-être se faire du chômage partiel, je ne vois pas comment on va négocier. La job security est importante dans les négociations. 8% de hausse salaire, je ne sais pas si ça va être le bon moment alors qu'on vous dit tiens, on est au chômage partiel. Le message de Philippe Lane est limpide de ce point de vue-là, dans l'entretien qu'il accorde au journal autrichien Der Standard. Entreprises, ne montez pas trop leurs prix, salariés, ne demandez pas trop de hausse de salaire. Sinon, ce sera douloureux.
Mais c'est aussi, Oui. il y a aussi un sujet dont on parle jamais. On dit que l'euro c'est très inflationniste, etc. Mais en fait, c'est aussi un énorme gain de compétitivité qui compense ça un petit peu. Aujourd'hui, vous êtes une boîte allemande qui est exportée sur les marchés internationaux ou une boîte du CAC 40. Ouais. Vous êtes Airbus, vous êtes Dassault, vous êtes agroalimentaire, vous êtes luxe. C'est-à-dire tout ce qu'on la Chine exporte. à zéro de croissance. Mais nous, c'est pas mauvais. Finalement, en Ouais. termes de compétitivité prix, on regagne ce qu'on a perdu avec les prix de l'énergie. Bon, bah tiens, est-ce qu'on va le retrouver un peu dans les résultats d'entreprise? Là, ces questions de devises, comment vous regardez ça, Thierry? Qu'est-ce qui vous intéresse? Les questions de devises, pour le moment, je veux dire, le marché, les entreprises prennent ça en spot, cherchent pas trop à spéculer. Il y a toujours des couvertures qui sont mises en place, mais c'est du bon business. Et surtout, le but, c'est de pas se mettre en risque, justement, en prenant des couvertures qui pourraient être défavorables par rapport à notre environnement concurrentiel à un moment. Donc, je veux dire, mon message, c'est que les entreprises, elles subissent plus l'environnement des taux et du change, et cherchent pas trop à être agressives là-dessus. Et après, évidemment, on a un appel d'air quand même très important avec la dévaluation de l'euro. Ouais. On gagne en compétitivité. Donc ça, il y a certaines... C'est vrai toujours, il y a même des dans un entreprises, contexte où la exactement. mondialisation est moins fluide quand même. Oui, toujours. Évidemment. Si vos produits sont 20% moins chers... Ouais, pendant des années, c'était le rêve de faire baisser l'euro pour une question de compétitivité. Je suis bien d'accord. Après, moi j'avais un petit terme à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Donc effectivement, la Fed a frappé très très fort ces derniers mois. Ça, on l'a dit. Donc il y a cette troisième hausse de 75 points de base en quelques mois. Ça n'a jamais été fait sur les 50 dernières années. Donc ça tape fort. Donc forcément, en première ligne, là, je parle pour moi, les actions, ça forcément, il n'y a pas de... C'est pas possible. Le premier adage boursier, c'est don't fight the Fed. Donc là, quand ça tape aussi fort, il y a des répercussions très fortes. Après, moi, je souscrirais plutôt quand même sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que autant en début d'année, ils étaient... je pense qu'ils étaient vraiment en retard, la Fed notamment, et ils avaient loupé quand même quelque chose, je pense, en deuxième partie d'année 2021. Autant là, ils ont frappé très fort. Donc, à un moment, le taux, ces hausses de taux qu'on a eues, là, qu'on vient d'avoir, c'est comme si vous êtes sur un ring, droite, gauche, gauche. Bon, vous êtes sonné, mais la série, elle va quand même se terminer, quoi. Donc là, le but, c'est de rester debout, c'est de pas s'écrouler, effectivement. Donc, je pense que le marché, finalement, on est en bear market, puisque donc, tous les marchés au niveau mondial, donc je parle pour les actions, bien sûr, sont en baisse obligataire aussi. De 20%. Oui. D'ailleurs, c'est même peut-être pire sur l'obligataire ça m'a un petit peu fait sourire. C'est pas que c'est drôle, mais pour une fois que on commence pas par nous. Je veux dire, les actions, vous avez fait votre introduction. La volatilité sur les devises et sur les taux. C'est vrai que on regarde les actions comme un marché calme de ce point de vue. Pour plein de gérants, c'est qu'est-ce qui se passe. Bon, alors nous, entre guillemets, c'est business as usual d'avoir de la volatilité, des baisses assez fortes, assez brutales. C'est un environnement pas facile. Donc c'est clair que c'est pas une année facile pour personne. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais bref. Donc les actions, on est en bear market. Le bear market moyen, c'est 22% depuis l'après-guerre mondiale, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à moins 23%. Donc on a quand même fait une grosse partie du chemin. Ça ne veut pas dire, je ne viens pas dans cette émission aujourd'hui vous dire faut acheter le marché les yeux fermés. D'ailleurs, les investisseurs, le message qu'ils vous envoient, c'est que tous les traders, etc., à l'échelle mondiale, ils vous disent moi je vais jouer au golf parce qu'un marché comme ça, bear market, il y a des risques à prendre. C'est prendre des coups. Donc ils attendent une stabilisation qu'on n'a pas encore vue là à la minute où on parle. Mais d'un autre côté, quand on se place à l'échelle de quelques mois, quelques trimestres, on a quand même une forte baisse. Donc je pense que c'est un bon moment pour commencer à reconsidérer la classe d'actifs actions et se préparer à revenir donc en bonne et due forme dessus et pas être les derniers, puisque c'est ça quand même l'idée, c'est de pas non plus acheter au plus haut et vendre au plus bas. On reviendra sur les raisons d'y croire pour les actions et peut-être pour les actions européennes notamment. Bon, sur ces considérations, Pierre-Olivier. Je vais casser l'ambiance, moi, après. Donc, oui, j'ai l'impression que vous êtes un peu moins optimiste que vos deux camarades du jour. Non, mais après, alors, moi, je suis assez d'accord avec beaucoup d'éléments d'analyse sur la Fed, si on commence sur ce sujet-là. Moi, je pense que le problème, c'est essentiellement un problème de timing. C'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, on a une séquence déjà cette année qui a été assez limpide. Finalement, la première partie de l'année, la Fed était complètement en retard. Ils se sont mis à monter les taux, en tout cas à annoncer, parce qu'ils ont vraiment commencé à monter les taux à partir de la fin du printemps. Voilà. Ouais, okay. Donc, mais et puis ils se sont dit,
là, il faut qu'on y aille, parce que le marché nous explique qu'on est complètement à la rue. Et puis finalement, quand ils s'y sont mis, le marché a commencé à dire, bon, bah ça y est, ils sont en train de faire les choses, et puis de toute façon, ils iront pas très loin, ils vont faire leur pivot, etc. Donc il y a une période entre juin et mi-août où le marché s'est un peu rassuré. On l'a vu aussi, le marché obligataire un peu retempérer les hausses de taux, etc. Un peu la courbe sur pointillé pour être technique. Et puis finalement, on arrive en août, et puis ils nous disent, non, bah finalement, on n'en a pas encore fait assez. Et puis on s'attendait tous à ce que le CPI soit meilleur. Finalement, il n'était pas encore meilleur, et on se retape une deuxième vague. Voilà. Alors là où je partage aussi ce qui a été dit, c'est que bon, il y a un moment, ça va s'arrêter quand même. On ne va pas avoir l'inflation qui va aller à 60% l'année prochaine. Non. Mais il y a 2 points qui sont quand même gênants. C'est que le premier, c'est qu'on sent que la Fed a une visibilité de 6 semaines. Alors quand la Fed a une visibilité de 6 semaines, on n'est pas très confiant sur leur capacité à bien monitorer les prochains chiffres d'inflation, etc. C'est l'approche meeting par meeting. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il est assez évident que l'inflation headline totale va baisser. De toute façon, une fois que vous avez... C'est comme tout, quand vous avez monté de 10%, hein, si vous êtes stable après, en net, vous avez une énorme désinflation. Ça, c'est évident. Oui. Le gros problème de la Fed aujourd'hui, c'est que quand on monte les prix de 10%, si les ménages derrière qui n'ont pas encore eu leur 10% de hausse, ils voient que les prix ne bougent pas, mais ils se disent, mais attends, mais moi, j'ai déjà pris 10% dans la tête, là, il va falloir m'augmenter mes salaires. Et donc, c'est la dynamique qui est à l'œuvre aux États-Unis. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Et pour casser ça, malheureusement, le vrai signal, il faut casser le marché de l'emploi. Donc la Fed, le gros problème de la Fed, c'est que tant qu'elle ne voit pas le marché de l'emploi cassé, elle aura du mal à être très dovish. Voilà. Et 4 de taux de chômage, hein, c'est ce qui est dans les prévisions pour l'an prochain. C'est ça, casser le marché de l'emploi C'est là où moi je pense qu'il y a un point qui est dans le consensus qui est pas bien compris. Je pense qu'on est vraiment dans le cadre de 74, sauf sur un point, la dette globale, qui est beaucoup plus élevée cette fois qu'en 74, c'est-à-dire que ça va taper encore plus fort. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un délai entre les prochains mois où on va encore avoir une Fed qui peut être encore assez au quiche. On va jouer au dé à chaque fois qu'il y a un CPI qui sort. Le prochain, il sera peut-être un peu meilleur. Et puis après, les gens vont regarder dessous l'inflation sous-jacente. Ils vont regarder comme aujourd'hui, par exemple, les ventes de maisons neuves. Oui, effectivement, il y a un rebond énorme des ventes de maisons neuves là après des chiffres en baisse. 74, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le marché immobilier qui craque, en effet, et la consommation. Ce ne sont pas les entreprises. C'est-à-dire que c'est la seule crise depuis les années 70 où ce ne sont pas les entreprises qui craquent. Et quand c'est l'investissement immobilier qui craque avec la consommation, ça fait très mal. Et ça arrive d'un seul coup. Donc en fait, là, par exemple, si vous regardez la hausse de chômage, de taux de chômage la plus rapide qu'on a eu dans les dernières décennies, c'est en 74. Et donc je pense que ce qui va se passer, c'est une espèce de désynchronisation entre le moment où on est aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a jamais assez dans le tiroir. Donc finalement aujourd'hui, pourquoi la Fed n'irait pas mettre ses taux à 5%? Oui. Qui peut répondre à cette question? Personne. Moi-même, je ne peux pas répondre. Enfin, après, on peut discuter, etc. On peut donner des arguments, mais personne n'est sûr. On ne sait pas si ça va s'arrêter à 4,25, 4,50, 5, peut-être même un peu au-dessus. Enfin, on ne sait pas. Non, mais si c'est 4, 4,25, d'accord. Si c'est entre 5 et 6, c'est déjà plus la même histoire qui a été jouée par le marché aujourd'hui. Et une fois qu'on a résolu ça, ça ira un peu mieux. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait, on peut aussi avoir une bonne fin d'année, parce qu'en effet, je suis d'accord que peut-être le prochain CPI, j'essaye de prier, mais il ne sera pas trop dégueulasse, sinon on est encore reparti pour une troisième vague. Ouais, alors là, on va vraiment aller à 5, je pense qu'il n'y aura pas de... Mais si vraiment le CPI est un poil meilleur, les gens... Je pense qu'il y aura des gens, parce que c'est quand même un vote sur le marché, il y a des gens qui vont dire, non mais là, c'est bon, on a assez déliré, ça va... Donc on va pouvoir commencer à avoir un état d'esprit un peu plus constructif sur le marché. Donc je pense que c'est vrai que le 10 octobre, ce CPI, c'est hyper important. Puis je reviens, enfin, c'est aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que tout le monde synchronisé y va au galop, dans le sillage de la Fed, ça aura des répercussions, des effets de boucle quand même à un moment qui vont se retrouver, y compris pour l'économie américaine, oui, j'imagine. Mais le problème, c'est qu'après, ce qu'on va voir, une fois, si on a un petit rebond en fin d'année ou un gros rebond, je ne sais pas, on verra. Plus il y a les mid-term, etc. Donc c'est assez la saisonnalité est favorable. Le problème, c'est que tout le monde pense comme ça. Alors des fois, ça ne se passe pas comme on le pense. Mais une fois qu'on aura ça, quand on va arriver en début d'année prochaine, le premier trimestre va être catastrophique au niveau de la croissance. Parce que pour moi, et c'est là que je diverge un peu, je pense qu'il n'y a pas de récession. Même en France, il n'y a pas de récession. En France, le pouvoir d'achat des ménages cette année, il est positif paradoxalement sur la masse salariale. Parce qu'il y a de l'emploi. Alors c'est vrai qu'individuellement, tout le monde parle. Il y a plus d'heures travaillées. Voilà. Donc individuellement, bon, c'est pas pour rien qu'il y a des émissions sur le pouvoir d'achat depuis un an. Hein. Je veux dire, il y a un vrai choc inflationniste. Mais au niveau global, il n'y a pas encore ce choc ressenti. Mais l'année prochaine, il pourrait être assez violent. Voilà. Et parce qu'on a aussi beaucoup repoussé avec toutes ces... En fait, le risque, c'est que la récession soit encore un peu plus loin devant nous que ce qu'on imagine. Exactement. Et plus profonde. Voilà. Bon.
Non, Jean-François, quelques commentaires. Je voulais qu'on dise un mot C'est un d'Italie scénario, aussi. hein, après. Non, oui, mais bien sûr. justement, Ah bah non, mais c'est. Pour essayer de faire le lien, il y a aussi cet impact, cet facteur qu'il faut aussi peut-être prendre en compte. C'est-à-dire qu'il suffirait d'un ou deux chiffres d'inflation pour que ça sonne un petit peu le pivot. Et moi, je reste assez persuadé que ce qui va se passer en premier, ce serait un peu mon pari, c'est que ça va revenir par les taux, par le crédit et pas par les actions. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une des pires performances actions depuis plus de 20 ans. Sur les taux, c'est depuis que les statistiques, depuis 1931, voire depuis que les statistiques existent. Donc c'est la pire performance pour un gérant obligataire qu'on ait jamais vu. Ça fait 50 ans pour quelqu'un qui serait... Donc on a vraiment un truc extrêmement violent sur les taux. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde, et justement ne sachant pas si ça peut aller à 5, tout le monde joue le fait que les banques centrales vont jamais s'arrêter. Moi, on met deux chiffres d'inflation. Les gens avec des taux à 4%, à 5%, et encore vous mettez des spreads de crédit là-dessus, ou qui commencent à être quand même assez fortement écartés, on va revenir assez vite sur le spread de crédit. Si je compare ça avec les actions, alors on a peut-être un débat, mais moi, quand je regarde les bénéfices anticipés, les PE forward d'un S&P qui a 16,5, on a la moyenne de long terme, donc on n'a pas vraiment paniqué sur les actions. Sur le marché américain. Ouais. Or, si j'ai mon inflation qui baisse, notamment parce qu'il y a de la récession en Chine, en Europe, aux États-Unis, tout ça ralentit gentiment de façon coordonnée, et donc ça va faire extrêmement ralentir les économies, donc l'inflation, donc les taux. Je ne pense pas que dans un environnement où les taux sont très élevés et les économies ralentissent, ce soit très favorable aux actions. Donc moi, je pense que ça peut revenir par les taux, en fait. Les taux pourraient être de nouveau le leader, mais plutôt à la baisse. Thierry, les actions, c'est votre domaine. Les raisons d'y croire. Non, avec la saison de publication qui arrive là, Non, il y a un moment critique quand même sur les earnings. Le E du PE, là, visiblement, c'est le moment critique. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport à juste ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on a quand même le Nasdaq qui a perdu 33% year to date, par rapport depuis novembre 2021. Voilà, par rapport au 16 novembre 2021, donc on a fait moins 33%. Donc je veux dire, c'est et ça a quand même bien dégonflé. On a des Netflix à moins 63, Meta à moins 60, donc ça a quand même bien corrigé. Mais qui viennent de PE complètement stratosphériques, qui se normalisent pas complètement. Non, mais là je parle de performance. Je veux dire, juste quand vous perdez 60%, votre cours, c'est forcément, vous êtes moins cher que... Sans parler du les bénéfices de Netflix n'ont pas baissé de 60%. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est qu'il y a eu une forte baisse quand même des valeurs qui avaient tiré le marché pendant 10 ans. Et c'est un cycle habituel. Hein, les leaders, boum, c'est ceux qui baissent en premier. Donc ça a démarré fin novembre. C'était un signe avant-coureur. Ouais. Après coup, c'est toujours facile. Le luxe à Paris, au mois d'août, il y a eu un gros choc sur les valeurs de luxe. Kering perdait 20% en une séance, je me souviens, à la rentrée du mois d'août. Voilà. Tout à fait. Voilà, exactement. Et donc, puis le Nasdaq ensuite. Donc là, il y a eu cette correction quand même sur les actions. Hein, donc faut pas ça existe. Il y a eu le bear market quand même très violent sur les actions. Donc moi, c'est ce qui et donc comme on est en bear market depuis quand même quelques temps, on sait que c'est à peu près quelques mois avant, entre 5 et 6 mois avant le début de la récession. Donc, je veux dire, je ne sais pas s'il y aura une récession technique, une vraie récession selon les normes américaines, etc. Donc, on ne va pas jouer sur les définitions, mais on voit quand même que ça ralentit, que la macro ralentit très fortement. Le marché a pricé ça. Donc, je veux dire, on est quand même dans un cycle assez traditionnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va atteindre le bottom sur les actions. Je ne veux pas dire... Non, mais en tout cas, on est moins loin. On est plus proche du creux que du... D'accord, les 20%. Au 1er janvier, avec le CAC à 7005. Oui. C'est mon propos. Non, mais j'enfonce des portes ouvertes. Non, mais si c'est important de le remettre en perspective, bien sûr. Il y a quand même eu des choses qui sont passées ces derniers mois. On ne peut pas arriver à découvrir la situation comme ça et en faisant fi de ce qui s'est passé. Sans spéculer sur les earnings, voilà, moi je tire le paysage. Il y a un momentum de baisse qui doit à un moment quand même s'épuiser. Exactement. Et ensuite, donc pour répondre à la question de la saison de résultats qui va s'ouvrir, jusqu'ici, ça n'a pas... en juillet, le marché a pris, entre le 16 juin et le 16 août, on a pris 17%. Il y avait en partie quand même aussi le flux de bonnes nouvelles qui venaient des marchés. On pensait, comme toujours, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, surtout le discours des boîtes, finalement, qui était assez positif. Donc ça a quand même mis du baume au cœur aux investisseurs actions et ça a permis aux actions de rebondir. Mais
le point principal de cette année, c'est le fameux pivot. Et donc, quand le marché a compris qu'il n'y avait pas le pivot encore, donc c'est-à-dire que en tout cas, les banques centrales, notamment la Fed, qui commencent à dire bon, peut-être on a été un peu haut, on est encore loin, mais simplement une inflexion dans le discours qu'on n'a pas eu, qui a disparu mi-août, complètement évaporé, donc les marchés ont replongé. Donc là, pour cette saison des résultats, avec les chiffres du CPI qui va y avoir aussi donc le 10 octobre, entre-temps, pour le moment, on ne voit pas de grands signaux négatifs apparaître. En tout cas, on a vu le profit warning costaud de FedEx. Je pense que c'est ce qui s'est passé en termes de micro, de plus révélateur. Mais quand on creuse un peu, c'est quand même très lié à FedEx. Ah, c'est FedEx spécifique. Ouais, c'est intéressant FedEx spécifique. Ouais, d'ailleurs, les deux concurrents principaux, donc UPS et j'ai plus l'autre. Deutsche Post, mais je ne me souviens plus du nom, du réseau, mais ça appartient à Deutsche Post, donc en Europe. Ils ont fait des journées investisseurs début septembre et qui étaient bonnes. Pour dire on n'est pas FedEx. Oui, voilà. Donc, je veux dire, c'est intéressant. En une dizaine de jours, il y a deux des concurrents qui ont dit ça va. Et donc là, on peut quand même, en regardant de plus près, dire que c'est spécifique à FedEx. C'est un peu quand même tapé sur le marché parce que c'est un indicateur très global macro du marché. Donc forcément, ça a une implication. Mais quand on a... Donc, je reviens à ma saison des résultats. Aujourd'hui, il n'y a pas de signaux inquiétants plus que ça. Je pense que les boîtes vont commencer quand même à infléchir leur discours. Mais on peut être encore surpris par la résilience, la solidité des résultats. Si les résultats ils sont là. L'énergie, on en avait parlé pendant l'été, ça va quand même rester très fort. Pour le moment, le luxe, ça reste bon. En tout cas, il n'y a pas d'indication avancée qui nous permettent de dire que ça va corriger sur cette saison des résultats-là. Mais on le verra avant. Ça ne sera pas le 27 septembre pour la saison des résultats. Bien sûr. On se dira ça ne va pas être bon. On le saura bien avant et les titres en question auront corrigé bien fortement avant. Et donc vous dites, parce que le marché reste globalement, a été et reste quand même globalement très short d'actions européennes. Ah oui. Ah oui, ça sort. Donc il n'y a pas les flux, il n'y a pas le momentum, il n'y a pas l'intérêt des investisseurs. On verra ce que donnent les résultats. Ouais. Il manque encore ces dimensions-là. Oui, c'est un marché baissier, donc les allocataires, ils sortent. Il faut y voir un facteur de rebond fort le jour où ça se retourne. Voilà, mais là, c'est pas le moment. Donc là-dessus, on va pas dire que après, Pierre-Olivier en a parlé. En termes de positionnement, là, c'est vrai on est sur beaucoup d'indicateurs qu'on suit, survendus. Là, la minute où on parle donc il y a un rebond technique qui se produit là dans les semaines qui suivent, ça serait assez logique parce qu'on est vraiment sur plusieurs niveaux de oversold, c'est-à-dire vraiment survendu, ça clairement. Donc il va y avoir, on peut tabler de manière assez probabilistique sur un rebond des marchés, mais ça ne veut pas dire qu'on aura fini la séquence. Je pense qu'il y aura certainement une dernière séquence de baisse, la capitulation, le bottom, qui sera quelques mois avant vraiment le dur de la récession, je ne sais pas, quelque part en 2023. Et puis les marchés, par contre, là, on aura le temps de se revoir d'ici là. Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais ça va rebondir. Après, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle histoire. Ça va rebondir fortement, et c'est la partie, mon message, c'est que pour nous, investisseurs sur les actions, c'est le moment vraiment le plus intéressant, le plus passionnant. Bien sûr. On a les nouvelles tendances qui se mettent en place. Souvent, c'est pas dans 80% des cas, c'est pas les mêmes que du cycle précédent. Donc là, il faut être aux aguets, il faut prendre les bons chevaux, investir sur les bons chevaux. Et là, c'est la perte des 3, 4, 5 prochaines années qui se joue à ce moment-là. Exactement. Et là, il faudra rester dessus de manière très, très fidèle, être très patient parce qu'on peut avoir des performances incroyables sur des titres qui vont apparaître, des sociétés, des titres qui vont apparaître à ce moment-là. Est-ce qu'on chasse les actifs qui ont capitulé aujourd'hui sur les marchés ? L'idée que le marché action n'a pas encore capitulé, est-ce qu'on a observé quand même des phénomènes de capitulation sur de l'obligataire souverain ou d'entreprise qui permet peut-être, avec l'idée que le marché a été bien nettoyé, je sais pas, je voyais la tête du 100 ans autrichien, effectivement, il est vraiment revenu à la case meilleur départ. trader de la planète, c'est le trésor autrichien, je vous le rappelle. C'est vrai ? Bah oui, ils ont mis à 100 ans. Ils l'ont placé le 100 ans, et puis il a doublé en valeur, c'était spectaculaire, mais vraiment c'est assez spectaculaire. Je vous dis que là il y a quelque chose qui s'est quand même bien dégonflé de ce point de vue-là. Est-ce que ça nettoie le terrain et que ça permet de revenir quand même, ou en tout cas de réfléchir déjà à des stratégies pour réinvestir un peu d'actifs risqués ?
Moi, je suis aussi un peu de cet avis qu'il y a une dernière jambe qui arrivera. D'accord. Alors, moi, je la vois bien en début d'année prochaine, où on pricera la récession. Pour moi, le E me gêne encore beaucoup dans le marché. Et on le voit d'ailleurs. D'ailleurs, on a dit que presque les obligations avaient plus souffert que les actions. Donc, il y a quelque chose qui est un peu gênant. Et d'ailleurs, pour moi, la vraie capitulation, c'est là qu'on n'a pas complètement capitulé, c'est que, oui, il y a des segments de marché où les gens sont très déprimés, mais enfin, sur les valeurs de croissance, même si il y a eu des corrections assez importantes, il y a beaucoup de gens qui adorent encore avoir de croissance, qui s'assoient dessus, qui se disent, mais non, un jour, ça va remonter, et puis je ne comprends pas, ça a bien marché pendant 10 ans, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas encore. Donc, la vraie capitulation psychologique, je pense qu'elle n'est pas encore dans le marché. Voilà, même si tactiquement, comme ça a été dit, les rebonds de bear market qu'on fait l'été, le mois de juillet, bien sûr. 10% en même pas, je crois, je sais pas combien de temps ça s'est fait, mais ça a été très rapide la baisse qu'on a eu récemment. Voilà, donc moi c'est encore le E qui me gêne. C'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'aussi ce qui peut nourrir un rebond tactique, si la saison de résultats est plutôt bonne, elle commence mi-octobre aux États-Unis, ça peut correspondre aussi à un CPI qui est un peu mieux. On peut avoir psychologiquement un environnement qui est un peu plus favorable pour la fin de l'année, qui donne un peu de courage à une troupe d'investisseurs où on est tous un peu quand même. Oui, mais c'est intéressant, mais on est sur du court terme, on fait la séquence, la 10 octobre, l'inflation américaine, et puis les résultats ensuite. Oui, parce que l'horizon de temps est forcément un horizon de temps tactique aujourd'hui. Il n'y a pas matière à être beaucoup plus long que ça dans ces réflexions. Je me dis, le bear market est terminé quand on a éliminé des incertitudes. Et aujourd'hui, il y en a trop. Il y a l'incertitude sur la Fed. On ne peut pas encore l'éliminer totalement. On ne peut pas se dire qu'ils vont s'arrêter. On ne peut pas dire qu'ils vont pivoter. Après, c'est sans doute celle-là qu'on va enlever la première, mais après, on va avoir l'incertitude des dégâts qu'on va avoir. Quand vous avez, même en Europe, quand on a une BCE, aujourd'hui, les prix, ce qui est pricé, c'est 3,25 en juin l'année prochaine. Mais ça veut dire qu'en France, on va avoir des taux à 5 ou 6%, des taux immobiliers. Mais qui va acheter de l'immobilier avec 5 ou 6%? Mais en fait, on va avoir un crash immobilier mondial. C'est un... oui. Et donc, tout le monde va baisser en même temps. Voilà. Après, la seule nuance, et là aussi, je suis un peu d'accord avec là-dessus, je pense qu'en Europe, il y a tellement de mauvaises nouvelles pricées que moi, en relatif, je pense que paradoxalement, sur le directionnel, c'est difficile que l'Europe... On a une marge de sécurité sur les actions européennes, quand même, avec le niveau de valorisation. Voilà. Après, je ferai attention, évidemment, si on a un crash immobilier, il ne faut pas acheter des bancaires. Voilà, même si les bancaires, elles paraissent pas chères. On a toujours envie de les acheter. Moi, le premier... On est revenu très en dessous de la book value. Le crash immobilier, il sera aux États-Unis aussi. Encore une fois, on sera... Non, moi, je suis assez de cet avis-là aussi, finalement, que l'Europe, je trouve qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles. Non, mais même sur la Fed, pour aller un peu dans le sens qui a été dit, le gros du mouvement, le pivot, évidemment, je suis d'accord, on ne peut pas exclure qu'ils aillent à 5 ou à 6, la Fed, on ne sait pas. Simplement, moi, never fight the Fed, c'est toujours quand même, en tant qu'ancien banquier central, j'ai tendance à croire les banquiers centraux. Et quand ils vous disent, j'ai 125, et encore, il y a plein de monde chez moi qui dit, il n'y a que 100 BP à faire encore, et après c'est fini. C'est comme ce qu'ils disent dans les dots. Donc, on en a fait, les 2/3 du chemin seraient faits. Et la fin du chemin, ce serait la fin de l'année. Or, d'ici là, moi, je suis assez confiant qu'on va voir, encore une fois, les chiffres d'inflation quand même pas mal baissés. Donc, mais si je reviens à mon histoire d'Europe, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a énormément de choses, ne serait-ce que sur les prix de l'électricité qu'on fait payer à la France aujourd'hui. On a l'impression qu'on va tous mourir de froid, qu'on va tous en train d'être tricoter des pulls. Et RTE nous dit non. 19 degrés dans les logements collectifs, c'était le chauffage moyen dans les années 90. Non, mais même personne ne mourrait de froid dans les années 90 en Europe. Aujourd'hui, avec un euro à 0,95, est-ce que c'est peut-être le moment d'avoir des actifs européens pas chers avec une devise pas chère? Short Europe, quoi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être si short. Est-ce que vraiment l'Allemagne va être en récession à 3,5 comme nous disent certains? Nous, on n'y croit pas du tout. Pourquoi on ne parle pas de l'Italie? Il reste une minute. Pourquoi on ne parle pas de l'Italie ce soir? On ne parle pas d'Italie parce que finalement l'extrême droite a un peu mis de l'eau dans son Chianti et que ce qui faisait peur c'était... en fait, encore une fois, moi ma lecture de ça, c'est on est en train d'avoir la première lecture du fédéralisme européen. C'est qu'on n'a pas vu, on n'a pas assez discuté de ce que l'Europe est passée avec un pas fédéral monstrueux, avec son budget de 750 milliards et elle a 194 milliards pour l'Italie qui est là. Fratelli d'Italia, ils ne peuvent pas se permettre de dire autre chose qu'on va à la marge, on va peut-être revenir sur les retraites, on va peut-être revenir sur l'impôt des sociétés, mais globalement, je vais faire à peu près du Draghi, quoi. Parce que j'ai pas le choix, j'ai 194 milliards ici, et que voilà. Et en plus, en Italie, honnêtement, ils ont 3% de croissance de prévu cette année, ça se passe pas si mal. Ils sont pas si mal, je suis d'accord. Donc il n'y a pas de risque à la grecque. Surtout quand on entend Giorgia Meloni que les plus extrêmes de cette coalition, en fait, c'est eux qui sont un peu écroulés dans les sondages, et que Giorgia Meloni, elle a aussi arrivé au pouvoir en étant beaucoup plus soft qu'on pouvait le dessiner il y a encore quelques mois. Donc non, moi je crois pas à l'Italie exit du tout. D'accord.
enfin, l'histoire de Giorgia Meloni et les marchés, c'est pas la même histoire que Tsipras et les marchés. Que des taux et de ce que veut faire la BCE. D'accord. Moi, Dans sa normalisation. On est dans le délire, à mon avis, sur les taux. Mais bon. Mais encore une fois, quand on dit ça maintenant, c'est pas possible. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un. On qui est me déjà dit, dans la j'ai surréaction. envie de jouer la baisse des taux, je lui dis vas-y, hein, parce que moi, ouais. j'y vais pas tout de Non, suite. non, Quoi. non. Voilà. Donc c'est un peu le problème. Mais on a franchi le pas de trop d'une certaine manière. On s'est embarqué déjà dans problème une de l'Italie, c'est zone sur le rouge en matière de normalisation monétaire. À taux zéro, l'Italie a aucun problème. Ouais. À 6%, ils sont morts. Ouais. Mais n'oubliez pas que l'inflation fait énormément baisser la dette. Hein. Donc la dette sur PIB est en train de baisser en ce moment. Hein. Donc, Ouais, mais et le oui, il y problème, a des c'est problèmes qu'on- de soutenabilité avec des taux. Enfin, on en remet pas mal du coup. Hein. Oui, mais regardez, nous on met. Non, mais regardez. Mais regardez, la France, on met 270 milliards sur la table et finalement la dette sur PIB baisse. Hein. Porsche, Alors, Porsche, il price demain et cotation après-demain. C'est ça, exactement. Donc c'est une très grosse IPO sur le marché européen. Courageux de le faire en ce moment, effectivement. Mais ça veut dire que c'est un dossier de hyper bonne qualité. Effectivement, quand on regarde les métriques, c'est très bon. On est quand même 60% des cotés par rapport à Ferrari. Voilà, donc Mais c'est pas Ferrari. c'est pas Ferrari. Voilà, ils ont. Vous le placez où là dans la gradation? Je sais pas. Ah non, alors en fait, ouais, C'est plus, non mais c'est plus proche. C'est plus proche d'un Mercedes, enfin du haut de la gamme d'un Mercedes, d'un BM, ou c'est quand même plus proche d'un Ferrari? Alors, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec Ferrari, clairement. D'accord. Sur les métriques, sur la production, on est dans un rapport de 1 à 30 entre la production de Ferrari et de Porsche. Et donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de modèles chez Porsche, et notamment ce fameux modèle électrique, la Taycan. Et ils attendent plusieurs modèles dans les prochaines années pour que ça représente 45% des ventes en 2025. Donc, par rapport à votre question, où on place Porsche entre Ferrari et Tesla, parce qu'en fait, ils sont pas si loin. Ah ouais. Ils sont loin, mais Ouais. ils sont en phase de rattrapage importante par rapport à Tesla. Donc, c'est ça à peu près les questions. Et il me semble qu'en tout cas, la valorisation, elle fait sens par rapport à l'environnement de marché actuel et par rapport, donc, on a dit, à ce que Porsche représente. Non, ce qu'il faut dire aussi, c'est pourquoi il y a quand même un gros intérêt, c'est que il y a la 911, c'est iconique. Et ça, les investisseurs, ils aiment bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ça va pas si mal se Le passer. marketing a été. Ils ont émis 911 millions de nouvelles actions. Exactement. pour, Et le ticker sur Bloomberg, c'est P911. Voilà. Mais ça marche. Donc, non, ils sont très. On verra jeudi comment C'est- ça marche. c'est- non, mais mais normalement, ça, sur le marché gris, ça a l'air d'être très bien parti. 10 ans, Bien sûr. Je pense pas que ça, on aura perdu beaucoup d'argent avec Porsche. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.